Parlement iranien avait déjà annoncé qu'ils augmenteraient leur fabrication d'uranium et ils passeraient à 20%. Et ça a été hier officiellement proclamé, à tel point d'ailleurs que les programmes en hébreu de la radio iranienne officielle ont annoncé avec beaucoup de joie qu'ils passaient à l'enrichissement à 20%. C'est l'heure, comme chaque mardi désormais, de retrouver la chronique hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient avec Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Echala. Alors nous allons dialoguer aujourd'hui autour des principaux dossiers à l'ordre du jour dans cette région et le dossier le plus brûlant, le plus préoccupant, on va dire, c'est le dossier iranien nouveau, parce qu'on a beaucoup parlé de cet anniversaire, du premier anniversaire de l'élimination de Qassem Soleimani, et puis on a appris hier que les Iraniens, d'une certaine manière, formulaient une forme de menace en affirmant qu'ils allaient lancer leur programme d'enrichissement de l'uranium à 20%, en violation flagrante des accords de Vienne. Alors, comment doit-on interpréter cette menace, Richard ? Eh bien, écoutez, elle était attendue dans la mesure où il y a quelques jours, déjà à 2 semaines à peu près, dans le sillage de l'élimination du numéro 1 du programme atomique iranien, eh bien, le Parlement iranien avait déjà annoncé qu'ils augmenteraient leur fabrication d'uranium et ils passeraient à 20%. Et ça a été hier officiellement proclamé, à tel point d'ailleurs que les programmes en hébreu de la radio iranienne officielle ont annoncé avec beaucoup de joie qu'ils passaient à l'enrichissement à 20%. Alors, il faut comprendre que c'est pas simplement un chiffre, c'est que c'est très difficile de passer de 3,5% ou 5% à 20%, mais quand on a passé ce seuil à 20%, quand on a des stocks d'uranium enrichis à 20%, le passage à 90% qui est nécessaire pour fabriquer des têtes nucléaires est extrêmement rapide. Et donc, c'est une sorte de menace, une sorte aussi d'annonce pour l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Pourquoi finalement la faire maintenant, alors que ils auraient pu attendre, les Iraniens, de voir Joe Biden ? Est-ce que c'est peut-être pour dissuader, par exemple, Donald Trump de se lancer dans une attaque comme il pourrait en avoir l'intention, une attaque contre eux ? Est-ce que il y a quelque chose qui se cache ? Au contraire, disons que cette montée des enchères, ça pourrait au contraire le pousser. Ça pourrait pousser certains esprits à, au contraire, vouloir régler un compte. Mais non, c'est une stratégie iranienne bien connue depuis des années. C'est qu'on fait monter les enchères car ils savent qu'avec Joe Biden, il y a matière à discuter. On recommencera des négociations. Et donc, les Iraniens avancent un pion en espérant que, disons, que cette menace servira à mieux marchander, peut-être dans la mesure où ils augmentent, ils pourraient après arrêter cette augmentation et ce serait une concession. C'est un jeu d'échecs, un jeu diplomatique très sophistiqué. Alors, on a beaucoup parlé donc à l'occasion du 3 janvier, donc de l'anniversaire de l'élimination de Qassem Soleimani, d'une vengeance iranienne. Alors, le 3 janvier est passé, est-ce que les Iraniens ont la capacité de venger, on va dire, cette élimination directement, c'est-à-dire eux-mêmes, avec leurs missiles, leurs armements, ou alors doivent-ils préférer aujourd'hui utiliser leurs bras avancés, que ce soit, on va dire, le Hezbollah au Liban, que ce soit les milices pro-iraniennes en Irak ou même au Yémen ? Il y a toute une palette que Téhéran détient de ripostes possibles. Soit, comme vous le disiez, et on en a eu quelques avant-goûts ces derniers jours d'ailleurs, par l'intermédiaire des proxies, des alliés chiites ou djihadistes de l'Iran dans la région, puisque je vous rappelle, la semaine dernière, il y a eu quand même une attaque venue des Houthis au Yémen sur l'aéroport de la capitale. Et puis, il y a eu hier l'arraisonnement, où il y a 48 heures, l'arraisonnement d'un pétrolier sud-coréen au prétexte fallacieux qu'il polluait les eaux du Golfe Persique. Donc déjà, il y a un frétillement, si j'ose dire, un frémissement de l'entrée en action de ces proxys. Mais les Iraniens ont effectivement les moyens de peut-être frapper encore plus fort. Rappelons qu'il y a à peu près 2 ans, ils avaient détruit 2 des plus grands centres pétroliers saoudiens. Donc il y a ces moyens. Mais
la vraie question de savoir, tout le monde a beaucoup péroré ces derniers jours, est-ce qu'ils vont attaquer pour le 3, etc. En fait, il faut savoir que les Iraniens choisissent toujours leur heure, ils réfléchissent beaucoup. Mais le fait qu'ils ne sont pas parvenus pendant toute cette année à venger, on va dire, Qassem Soleimani, c'est une incompétence, ou alors c'est on va dire le professionnalisme des services de renseignement occidentaux qui ont détourné c'est un peu tout à la fois, parce que il est vrai que d'après certains experts israéliens, la disparition, l'élimination de Soleimani a apporté un coup très grave à l'efficacité des gardes révolutionnaires iraniens et de la brigade El-Quds dont ils s'occupaient, qui était une brigade internationale pour intervenir dans tout le Moyen-Orient. Et donc, ils étaient handicapés. Celui qui remplace Soleimani n'est pas encore du tout à la hauteur. Ouais. Et donc, il y a... Et puis, il y a aussi toujours l'élément Biden qui intervient, c'est que malgré les avis divergents dans l'establishment israélien sur lesquels il fallait quand même s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose, etc., en fait, la plupart, les anciens chefs du Mossad notamment, pas besoin de les citer tous, mais ont estimé que non, il frapperait quand il le souhaiterait, pas maintenant, parce que justement, frapper maintenant, si vous voulez, c'est hypothéquer une carte avec Biden, et il vaut mieux augmenter l'uranium à 20%, parce que ça, c'est un acquis qu'ils ont en main. Tandis qu'une opération militaire, elle s'exposait à des répliques, et puis Trump n'attend que ça. Donc, si vous voulez, ce terrain était miné pour eux. Ils ont préféré justement aller sur l'augmentation d'uranium. Est-ce que l'on a des indices de la part de l'administration Biden qui est en train de se mettre en place sur la politique qu'elle entend mener face justement à ces violations répétées de l'accord de Vienne? Initialement, l'entourage de Biden avait plusieurs fois fait savoir, y compris après la proclamation quasi officielle des résultats, qu'il comptait, sur le dossier iranien, réengager une discussion, c'est-à-dire avec comme principe un souhait de retour à l'accord de Vienne de juillet 2015, puisque c'est la ligne démocrate et qu'on discute pour pouvoir s'entendre. Et en fait, cette bonne intention évidemment est malmenée par l'attitude des Iraniens et puis aussi par les protestations, les avertissements à la fois d'Israël et des pays du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, les nouveaux alliés d'Israël, selon lesquels il n'est pas question, qui ont demandé instamment à Biden, compte tenu de l'arrogance et de l'agressivité iranienne, de ne pas se laisser rouler dans la farine, comme certaines administrations précédentes, et de ne pas accepter les conditions iraniennes. Et donc il y a une sorte d'attentisme. Je crois que l'entourage de Biden attend ce qui se passe ces jours-ci, ce qui va se passer avec le fait maintenant que les Iraniens ont fait monter les enchères avec l'uranium, ça met la position Biden en situation défensive. En tout cas, ça l'empêche de faire des concessions trop immédiates. Alors, un second grand dossier, c'est le dossier des normalisations entre Israël et les pays arabes. Alors, on a vu les Émirats, le Bahreïn, le Maroc. On a beaucoup parlé d'autres pays et le président Trump avait à l'époque parlé de 9 pays qui pourraient se normaliser leurs relations avec Israël. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ceux dont il s'agit? Est-ce que c'est lié par exemple à l'information de cette nuit sur un rapprochement très net entre l'Arabie Saoudite et le Qatar? Écoutez, tout concourt à un remodelage des alliances d'Israël avec les pays sunnites de la région. Sur la liste... Par exemple, le Qatar, c'est quelque chose de réaliste, en sachant que le Qatar est véritablement un allié de l'Iran aussi, d'un côté, qu'il finance le Hamas dans la bande de Gaza. Je ne crois pas que c'est réaliste dans la même mesure que... Enfin, le Qatar, il ne rentrera pas comme ça dans les accords d'Abraham, tels qu'ils ont été signés entre le Bahreïn et les Émirats avec Israël. Mais il y a d'autres... à part le Qatar, qui est, si vous voulez, évidemment une plaque tournante, mais qui n'est pas essentielle. On a parlé, à propos des prochains pays, peut-être, dans les semaines, les mois qui viennent, de Oman, qui est allié depuis très longtemps à Israël, 2 pays plus lointains comme l'Indonésie, pays musulman, et la Mauritanie, le Niger. Le plus important pays musulman. Le premier pays musulman du monde, le Niger, voire même le Pakistan. Il y a eu des démentis, etc. Mais donc, le vrai pays à l'ordre du jour, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, à propos de l'Arabie Saoudite, il y a plusieurs avis. On a entendu ces dernières semaines des avis selon lesquels peut-être il pourrait, avant le départ de Trump, faire un geste. Mais en fait, les Saoudiens
Saoudiens ne voulaient pas, à juste titre, de leur point de vue, faire un cadeau à Trump parce que renouant avec Israël avant le départ de Trump, c'était se mettre en position découverte par rapport à l'administration Biden et ne rien obtenir en échange. Alors que la plupart maintenant des experts israéliens pensent que, d'après plusieurs avis qui convergent, c'est qu'il faudra attendre l'année qui vient. Dans l'année qui vient, 2021, il y aura, ne serait-ce que par cette démarche avec le Qatar, mais d'autres développements qui vont pousser, les Saoudiens et les Israéliens. Peut-être une reprise des négociations entre Israël et les Palestiniens, ça pourrait bien entendu, catalyser. Puisque c'est le sujet qui fait divergence en Arabie Saoudite même, on en avait parlé, il y a une divergence entre MBS, le dauphin du roi, qui lui est prêt à ne pas tenir compte pour l'instant, et son père qui est sur la position traditionnelle saoudienne. Mais en fait, les Saoudiens attendent aussi de savoir si Biden va les rassurer sur l'intransigeance bien connue des démocrates et de Biden lui-même sur la question des droits de l'homme en Arabie Saoudite, qui était aussi une des sources un des freins, un grippage possible des relations. Et donc, tout ça va demander du temps. Alors, le troisième et dernier dossier que vous souhaitiez aborder ce matin, c'est un dossier qui nous ramène à la Cour internationale pénale de La Haye. On avait beaucoup parlé de Fatou Bensouda, cette procureure considérée comme anti-israélienne qui avait décidé de rouvrir, on va dire, les dossiers de poursuite contre des officiers de l'armée israélienne pour crimes contre l'humanité. Celle-ci s'en va. Donc on va pas la regretter véritablement en Israël, mais est-ce que ça veut dire automatiquement que ces dossiers sont mis de côté ? Écoutez, non, tout simplement parce que elle a fait son travail jusqu'au bout, elle a saisi, il y a déjà. D'abord, est-ce qu'elle part parce que non, c'est la fin, c'est de son mandat, elle n'a pas été mise de côté. Non, certainement pas. Elle illustre, disons, plus ou moins les opinions majoritaires d'une série d'États qui siègent dans ce tribunal international. Il s'agit de la Cour de justice, la Cour de justice pénale internationale à La Haye, à pas confondre avec une autre cour de La Haye, mais celle-ci, en fait, incrimine l'État d'Israël et son leadership militaire et politique pour une série de chefs d'accusation extrêmement large. Israël aurait commis des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme dans les territoires de Judée-Samarie, sur le Golan, à Jérusalem, partie Est, depuis 1967, attention, et pas simplement pour les opérations de Gaza. Et donc, un chef d'inculpation possible qui est extrêmement large et qui marque, si vous voulez, qu'elle s'est rendue depuis le départ aux opinions critiques des Palestiniens. Et ce qui est intéressant dans le fait qu'elle parte, c'est que la commission, elle avait déposé ce dossier, et la commission du prétoire, c'est-à-dire on pourrait dire la commission des procédures dans cette cour, était en train d'examiner les avis des États membres pour savoir si elle était ou non la cour compétente, puisque Israël et d'autres pays proches d'Israël. C'est un problème. Le problème, c'est que c'est la compétence. La compétence de juger un dossier palestinien, parce que la Palestine n'est pas un État. Voilà, c'est d'abord un problème de compétence, et plutôt tout dernièrement, à part le départ de Bensouda, je vous souhaitais parler de ça, parce que ce sujet va rebondir, attendu que du côté israélien, on n'a pas perdu son temps. Plusieurs juristes, notamment le juriste de l'armée, mais aussi juristes liés au ministère des Affaires étrangères, ont entamé, si vous voulez, une campagne, ont publié des rapports il y a quelques jours, montrant que l'un des chefs d'accusation, en tout cas, était invalide absolument, et invalidait la compétence de la Cour, tout simplement parce qu'elle parle d'occupation de Gaza en termes actuels, alors qu'évidemment on sait que Israël a quitté la bande de Gaza en 2005, et donc il y a beaucoup de points en suspens qui font que ce sujet va peut-être prendre du temps et va sortir de l'ordre du jour immédiat de la Cour. Eh bien, Richard Darmon, merci beaucoup pour ce survol du Proche-Orient, du Proche et Moyen-Orient ce matin, avec une petite focalisation sur ce qui se passe en Iran en particulier. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio.